Des membres de haut rang faisant face à des accusations fédérales aux frères, se retournant contre les leurs. A man was sentenced to decades in prison for a 2022 Pagan Motorcycle Club murder in Marion County. Voici les 14 pagans. MC, les plus dangereux de l'histoire. Numéro 1. Lou Dobkin. Avant les meurtres, les guerres de la drogue et les descentes fédérales, il y avait un homme avec un rêve. Lou Dobkin. En 1959, bien avant que les pagans ne soient étiquetés comme l'un des clubs de motards hors la loi les plus redoutés d'Amérique, Dobkin était un vétéran de la Navy et mécanicien du Maryland qui voulait fraternité et liberté. Il l'appelait un club de motards, pas un gang. 13 hommes, vestes en dénime, juste des moteurs, de la loyauté et des routes ouvertes. Dobkin a conçu leur emblème lui-même, Surtre, le géant de feu nordique qui un jour brûlerait le monde en cendres. Il n'a pas été choisi pour sa valeur choc. C'était un avertissement. Le feu de Surtre symbolisait la destruction et la renaissance. L'idée que seul à travers le chaos quelque chose de pur pouvait être forgé. Cette croyance, peut-être sans que Dobkin ne s'en rende compte, est devenue l'ADN des pagans. Alors que le club se développait à travers le Maryland et les États voisins, la vision de Dobkin s'est répandue plus vite qu'il ne pouvait la contrôler. Des hommes ont rejoint qui ne voulaient pas seulement la liberté, ils voulaient le pouvoir. Certains venaient de la Navy, comme lui, tandis que d'autres venaient directement de la rue. L'énergie a changé. La fraternité a commencé à ressembler davantage à une hiérarchie. En 1965, les médias les avaient rattrapés. Les journaux locaux ont étiqueté les pagans comme faisant partie du 1%, la petite tranche de motards qui causait de vrais problèmes. À cette époque, la plupart des clubs détestaient cette étiquette. Les pagans se l'approprièrent. Ils ont transformé cette insulte en identité, créant même le patch 1% qui deviendrait l'insigne d'honneur hors la loi à travers l'Amérique. Dobkin n'avait jamais voulu ça. Il a observé alors que son idée de liberté se transformait en quelque chose de plus sombre. Des bagarres ont éclaté entre chapitres. Les armes ont remplacé les outils. Les routes du club ont commencé à se chevaucher avec les réseaux criminels. Ce qui avait commencé comme des sorties de week-end est devenu des opérations impliquant l'extorsion, la drogue et l'intimidation. Au milieu des années 1960, Lou Dobkin avait pris du recul. Pas d'expulsion officielle, pas de sortie dramatique, juste une distance tranquille de l'empire qu'il avait construit. Derrière lui, de nouveaux noms montaient, des hommes comme John Satan, Marron, qui emmèneraient les pagans vers des sommets et des profondeurs que Dobkin n'aurait jamais pu imaginer. Dobkin n'a jamais publiquement désavoué le club, mais pour ceux qui le connaissaient, le silence disait tout. L'homme qui avait fondé les pagans pour la liberté avait créé une machine de contrôle. Et une fois cette machine en marche, elle a continué à fonctionner sans interruption. Numéro 2. John Satan Marron. Quand Lou Dobkin a pris du recul, le chaos a comblé le vide. C'est alors que John Satan Marron a pris le contrôle. Avant les pagans, Marron avait dirigé un club plus petit appelé les Sons of Satan, une équipe de soutien féroce déjà connue pour sa violence. Quand ils ont rejoint les pagans, Marron a apporté plus que des hommes. Il a apporté structure, hiérarchie et une vision de contrôle total. Le club l'appelait Satan pour une raison. Il a apporté feu et ordre en parts égales. Marron voyait les pagans comme une armée, pas un club social. Il a construit des rangs, nommé des officiers nationaux, créé des présidents de chapitre et installé des exécuteurs pour maintenir chaque membre en ligne. Il voulait que le club fonctionne comme une machine, une où les ordres bougeaient de haut en bas et personne ne questionnait l'homme au-dessus. Mais Marron a fait plus qu'organiser le chaos. Il l'a armé. Sous son règne, les pagans se sont étendus dans de nouveaux états et de nouveaux crimes. Drogue, armes, extorsion, tout est devenu partie de l'opération. Et pour la première fois, les pagans étaient mentionnés dans le même souffle que les Hells Angels. Au début des années 1970, Marron avait construit une réputation que même les ennemis respectaient.
Il a transformé les Pagans d'un groupe de motards désorganisés en une fraternité hors la loi paramilitaire. Chaque président qui est venu après a hérité du système de Marron. Lou Dobkin a créé le feu. John Marron lui a donné forme. Numéro 3. Keith Conan Richter. Quand Keith Conan Richter a pris le contrôle des Pagans, il a régné comme un général, pas un diplomate. Un homme imposant avec une voix qui remplissait chaque pièce. Richter était le genre de leader qui ne demandait pas la loyauté, il l'exigeait. Son ascension est venue après des décennies de sang, de trahison et de reconstruction. Et quand il est arrivé au pouvoir, le club était déjà fracturé par des années de guerres internes. Sa mission était simple, réunir les Pagans et reconquérir la côte Est. L'histoire pagane de Richter a commencé bien avant la présidence. Il a rejoint le club pour la première fois à la fin des années 1980, gagnant son patch dans les circuits difficiles de Long Island et du New Jersey. Dès le début, il se démarquait, pas pour le flash, mais pour le contrôle pur. Il comprenait la structure, la discipline et la hiérarchie. Cette mentalité définirait plus tard son leadership, surtout après sa condamnation fédérale de 1998 pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative d'agression avec une arme mortelle dans le cadre du racket. Il a purgé 16 ans de prison, émergeant en 2012 plus dur, plus aiguisé et prêt à reconstruire le club qui s'était autrefois presque déchiré. En tant que président national, Richter a reconstruit l'empire pagan avec précision. Il a lancé ce que les membres ont appelé la Blue Wave, un blitz de recrutement qui a inondé la côte Est de centaines de nouveaux motards tirés des prisons et des équipes de rue. Son objectif était la domination. Les vieilles rivalités ont été ravivées. Les Pagans se sont affrontés avec les Hells Angels, les Warlocks et les Outlaws, dans une série de fusillades, de coups de couteau et de bombes incendiaires qui ont transformé autoroutes et clubs en zones de guerre. Mais le pouvoir de Richter a aussi apporté la chaleur. Le 20 février 2021, après avoir assisté à un rassemblement pagan à Lancaster, Pennsylvanie, des agents fédéraux l'ont suivi alors qu'il traversait les frontières d'État dans un SUV GMC blanc à East Windsor, New Jersey. La police a arrêté le véhicule et l'a fouillé. Caché sous le porte-gobelet avant, ils ont trouvé un pistolet Ruger P345.45 chargé. Une arme que Richter, en tant que criminel condamné, était interdit de posséder. En octobre 2021, Richter a plaidé coupable de possession d'armes à feu par un criminel condamné et a été condamné à 33 mois de prison fédérale, plus 3 ans de libération surveillée. Son arrestation a marqué la fin d'une ère et un changement de pouvoir au sein du club. Pour les fédéraux, c'était une victoire. Pour les Pagans, c'était un autre chapitre d'une légende qui refusait de mourir. Après près de 4 ans derrière les barreaux, Keith Conan Richter a été libéré en août 2023. Son retour dans les rues a envoyé des ondulations à travers les rangs paganes. Certains murmuraient qu'il reprendrait son trône. D'autres disaient que son temps était passé. Mais dans chaque maison de chapitre du Delaware à Long Island, son nom porte encore du poids. Le président de fer, l'homme qui a construit une armée à partir de cendres et a prouvé que même dans un monde de chaos, l'ordre pouvait encore porter un patch. Numéro 4. John Hall. Avant qu'il ne prenne jamais un stylo. John Hall était un hors-la-loi pagane. Il a rejoint le club dans les années 1960, a roulé dur à travers l'ascension des guerres de motards et a finalement revendiqué la présidence du chapitre de Long Island. À l'époque, les Pagans étaient sang et acier, bagarres de bar, courses nocturnes et codes écrits en cicatrices. Hall n'était pas juste un spectateur, il l'a vécu. Avec le temps, les forces de l'ordre en sont venues à considérer le club comme l'organisation criminelle la plus violente d'Amérique. Mais l'histoire de Hall résistait aux clichés. Derrière les patchs et la violence, il voyait quelque chose de plus profond, une fraternité enracinée dans la légende, la foi et la fureur. Quand la prison l'a finalement attrapé, elle ne l'a pas fait taire, elle lui a donné une voix. En détention, il a commencé à écrire. Lettres, divagations, souvenirs transformés en pages.
Ce qui a émergé était Riding on the Edge, A Motorcycle Outlaw's Tale, un mémoire qui arrache le romantisme et révèle l'intérieur brut de la vie pagane. Loyauté, trahison, vengeance, croyance. La vie de Hall après la prison était aussi surprenante que son temps derrière les barreaux. Il a enseigné l'histoire, les études américaines, la rhétorique et les mathématiques à Penn State. Il était chroniqueur, joueur, clerc de justice et père célibataire élevant 7 enfants. Il comprenait le pouvoir des histoires, comment les légendes sont construites, brisées et reconstruites. Pour Hall, ce mélange d'humour, de peur, de loyauté et de douleur était tout ce dont le club était fait. Il ne nie pas les crimes, il ne les glorifie pas. Il les comprend simplement comme des parties de la vie d'un homme qui ne peuvent être encadrés en noir ou blanc. Au moment où Riding on the Edge a été publié, Hall est devenu l'un des rares motards qui pouvaient raconter leur propre histoire. Pour beaucoup, il reste un pont entre deux mondes, le hors-la-loi et l'écrivain. Numéro 5. Robert Big Bob. Francis. Quand Keith, Conan, Richter s'est retiré du leadership, les Pagans ne se sont pas effondrés. Ils ont couronné un nouveau général. Robert Big Bob Francis, un exécuteur imposant de 6 pieds 7 de Virginie, s'est levé pour prendre le trône. Connu pour sa voix profonde, son autorité calme et son passé violent, Big Bob n'était pas un nouveau venu ou un opportuniste. Il était un pagan de part en part, un homme qui avait saigné pour le patch bien avant de rêver de le diriger. Francis a rejoint les Pagans pour la première fois au début des années 1990, montant à travers les chapitres du Mid-Atlantic, où la réputation se gagnait dans le sang et la loyauté. De ses premières années, il a construit sa position en tant que muscle, quelqu'un qui gérait les affaires du club tranquillement, mais décisivement. Au moment où l'émeute du Hellraisers Ball de 2002 a éclaté à Long Island, Big Bob était déjà connu comme un exécuteur de haut niveau. Cette nuit-là, quand une confrontation Pagan Hells Angels s'est transformée en émeute à grande échelle de battes, couteaux et coups de feu, 73 pagans ont été arrêtés. Un homme a été tué, 3 ont été blessés, et la police a récupéré une petite armurerie d'armes. Le nom de Big Bob était sur la liste d'arrestation, et à l'intérieur du club, cela a fait de lui une légende. À travers le chaos des années 2000, Big Bob a gravi la hiérarchie pagane à l'ancienne, à travers discipline, peur et loyauté absolue. Il est devenu un patron régional, supervisant les chapitres au Delaware, Maryland et Virginie, connu pour maintenir l'ordre sans spectacle. Ceux qui l'ont rencontré l'ont décrit comme contrôlé mais intimidant. Un bon flic dans l'ombre de Richter, stable là où Conan était volatile. Ensemble, ils ont régné par l'équilibre. Richter inspirait la peur, Big Bob inspirait la loyauté. Quand l'expansion Blue Wave de Richter a inondé le club de centaines de nouvelles recrues, beaucoup venant des prisons et des gangs de rue, cela a divisé les rangs. Certains anciens membres murmuraient que l'identité pagane était vendue. Mais quand Richter a été arrêté en 2021, attrapé avec un Ruger .45 caché traversant les frontières d'État de Pennsylvanie au New Jersey, la vieille garde s'est tournée vers un homme pour restaurer l'ordre. Big Bob n'a pas saisi le pouvoir. Richter l'a choisi personnellement pour diriger. D'Atlantic City à Linden, Big Bob a commencé à ramener les chapitres dans l'alignement. Il a visité des funérailles, présidé des réunions et reconnecté des factions éclatées. Son leadership était plus calme, délibéré et brutal quand nécessaire. Il ne recrutait pas pour les nombres, il reconstruisait pour la force. Sous sa direction, les Pagans ont réaffirmé le contrôle sur des territoires clés au Delaware et au New Jersey, même alors que les forces de travail fédérales se rapprochaient. Les forces de l'ordre ont appelé Robert Francis le Pagan le plus influent depuis Richter. Pour ces hommes, il était plus que ça. Il était l'incarnation de ce en quoi les Pagans croyaient. Discipline, silence et vengeance. Derrière les barreaux ou dans les rues, le nom de Big Bob porte le même avertissement. La loyauté exigeait du sang et il n'a jamais demandé. Numéro 6.
Christopher Lamar Baker. Avant qu'il ne devienne l'une des figures les plus redoutées dans la hiérarchie pagane, Christopher Lamar Baker était un motard de route secondaire de Caroline du Nord, avec un talent pour l'organisation et un tempérament froid et stable. Il a rejoint les Pagans au début des années 2000, longtemps après que le club ait atteint son pic dans ses guerres de la côte Est. Mais à un moment où l'organisation se reconstruisait sous une nouvelle génération de leaders. Là où d'autres chassaient le chaos et la notoriété, Baker a construit le pouvoir par le contrôle. Il a commencé dans le chapitre de rallye, gérant tranquillement les courses de drogue et les flux d'argent pour les membres seniors. Ce qui le distinguait n'était pas sa violence. Bien qu'il en soit capable, c'était sa précision. Baker dirigeait les opérations comme un homme d'affaires, équilibrant livre et équipe avec une efficacité égale. Avec le temps, sa réputation de résultat a atteint les niveaux supérieurs du leadership pagan. Et dans les années 2010, il avait gagné une place parmi les 13, le conseil national du club. Au sein de ce cercle, Baker est devenu connu comme le comptable, l'homme qui maintenait les profits élevés, les chapitres loyaux et les problèmes enterrés. Son empire s'étendait à travers la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et la Virginie occidentale, où les membres pagans servaient à la fois comme distributeurs et exécuteurs. Les procureurs fédéraux ont confirmé que Baker était la figure centrale dans un réseau qui a déplacé plus de 268 kg de méthamphétamine, blanchissant des millions à travers des rassemblements de motards, des salons de tatouage et des clubs en bord de route. La violence n'était pas un accident, c'était une structure. Des témoins ont dit aux enquêteurs que Baker avait personnellement ordonné la torture d'un pagan accusé de vol, exigeant que ses doigts soient coupés en punition. Dans un autre cas, il a sanctionné un meurtre après avoir découvert qu'un dealer rival lui avait vendu des drogues contrefaites. Son autorité était absolue, appliquée par la peur et l'argent. Quand les autorités ont finalement agi sur son opération, ce n'était pas une rafle locale. C'était une descente complète de l'Organized Crime Drug Enforcement Task Force. En février 2023, Baker se tenait devant un juge fédéral à Wilmington, Caroline du Nord, condamné sur 17 chefs d'accusation allant du trafic de méthamphétamine au blanchiment d'argent, aux infractions relatives aux armes à feu, y compris la possession d'une mitrailleuse. La sentence était de 900 mois, ce qui fait 75 ans de prison. A jury convicted 49-year-old Christopher Lamar Baker of the Pagans Motorcycle Club to 75 years. La salle d'audience est tombée silencieuse quand le juge Richard Myers a lu le nombre. Même parmi les pagans, où les longues peines sont un insigne d'honneur, 75 ans était plus qu'une punition. C'était un effacement. En appel, le 4e circuit a confirmé chaque chef d'accusation, fermant la porte sur sa liberté pour de bon. Dans le monde pagan, la chute de Baker a frappé plus fort que la plupart. Il n'était pas juste un soldat de rue. Il était l'un des 13, les architectes qui décidaient qui vivait, qui dirigeait et qui brûlait. Numéro 7. Austin. Mullins Austin. Mullins n'était pas l'un des exécuteurs de haut rang ou des leaders régionaux du Pagan Motorcycle Club, mais il était loyal. Cette loyauté, ont dit les procureurs, est devenue mortelle à l'automne 2022 quand un différend personnel au sein des rangs pagans de Marion County a dégénéré en meurtre. Selon les documents judiciaires, le 9 septembre 2022, une réunion pagane a eu lieu à Carolina, Virginie occidentale, où les membres ont discuté de tuer Henry Silver, un homme local accusé d'avoir une relation amoureuse avec la petite amie du collègue pagan John Wolfe. À la fin de cette nuit, Silver était mort, abattu plusieurs fois avant que le groupe ne fuit la scène. Les enquêteurs ont ensuite lié 6 membres pagans au complot, le décrivant comme un acte sanctionné par le club destiné à protéger le patch. Parmi eux se trouvait Austin Mullins, alors âgé de 28 ans, qui, selon les procureurs, a participé à la planification et à l'exécution du coup. L'affaire a dressé un tableau brutal du code interne des pagans, un où la trahison personnelle pouvait rapidement devenir une affaire de club. Au procès, les témoins ont détaillé comment Wolfe a initié le plan, après avoir découvert la relation cachée de Silver
et a contacté ses frères Pagan pour l'aider à gérer ça. Les messages textes récupérés par les adjoints ont montré un autre membre, Ryan Lane, pressant l'action avec le message « Nous devons gérer ce F, is ». L'affaire a abouti à de multiples condamnations à travers des procès séparés. Wolf a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en avril 2024 et condamné à la prison à vie en juin. Derek Clem a été condamné pour meurtre au premier degré et complot, tandis que Dane Hull a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et d'utilisation d'une arme à feu lors d'un crime. En mars 2025, Mullins s'est tenu devant le juge Matthew Deligatti à Fairmont pour la détermination de la peine. La salle d'audience était tendue alors que les procureurs demandaient des peines consécutives, arguant que les actions de Mullins avaient aidé à mettre le meurtre en mouvement. Le juge n'était pas d'accord, ordonnant que les termes soient exécutés simultanément. 40 ans pour meurtre au deuxième degré, 10 ans pour utilisation d'une arme à feu lors d'un crime et 5 ans pour une accusation de récidiviste. Un total de 40 ans à purger. Purgeant maintenant une peine dans une prison d'État de Virginie occidentale, Austin Mullins reste l'un des plusieurs pagans condamnés du meurtre de Carolina. L'affaire est devenue un rappel brutal de jusqu'où les membres du club iraient pour défendre leur code et comment facilement la fraternité pouvait se transformer en bain de sang. Numéro 8. David Keith Bart. Barbeito. Avant qu'il ne devienne le visage d'une descente fédérale nationale, David Keith Bart Barbeito était le genre de pagan qui incarnait l'ancien credo, silencieux, dangereux et loyal au patch avant tout. Né et élevé dans le Maryland, Barbeito a rejoint le Pagan Motorcycle Club à la fin des années 1980, une époque où le gang se reconstruisait après ses premiers affrontements avec les forces de l'ordre et les clubs rivaux. Il a monté à travers les chapitres du Maryland et de Virginie occidentale, gagnant une réputation à la fois comme organisateur et exécuteur. Au début des années 2000, le nom de Barbeito portait un vrai poids à l'intérieur du club. Il avait fait ses preuves à travers des années de leadership au niveau local et régional, connu pour maintenir les opérations serrées et maintenir la discipline parmi les chapitres volatiles. Cette constance l'a finalement amené au sommet, président national du Pagan Motorcycle Club, où il s'est associé à Floyd Jesse Moore, son vice-président et allié de longue date. Ensemble, ils ont essayé de reconquérir la domination des pagans le long de la côte Est. Mais le pouvoir avait un coût. En octobre 2009, des agents fédéraux ont décelé un acte d'accusation de 83 pages, 44 chefs d'accusation qui décrivaient Barbeito et Moore comme les leaders d'une entreprise criminelle tentaculaire. Le document les accusait de diriger une opération nationale enracinée dans les complots de meurtre, l'enlèvement, l'extorsion, le vol, les jeux d'argent illégaux, la distribution de drogue et le trafic d'armes à feu. Selon les procureurs fédéraux, Barbeito supervisait une organisation qui utilisait l'intimidation et la violence pour contrôler le territoire pagan et écraser les clubs rivaux. L'acte d'accusation décrivait comment les membres et associés pagans, à travers la Virginie occidentale, le Kentucky, la Virginie, la Pennsylvanie, New York, le New Jersey, le Delaware et la Floride, ont conspiré pour dominer le monde des motards hors la loi. Parmi les allégations figuraient des tentatives de meurtre d'un détenu de prison censé coopérer avec les forces de l'ordre et la planification d'un deuxième meurtre avec un leader de club rival pour maintenir le contrôle de la région. D'autres chefs d'accusation détaillaient des passages à tabac, des plans d'extorsion et des tombolas de motos truquées qui canalisaient les profits illégaux vers le leadership national. Les autorités fédérales ont dit que Barbeito et Moore régnaient par la peur et la hiérarchie. Le Conseil national des pagans, sous leur commandement, menaçait les clubs plus petits qui essayaient de se former dans les zones contrôlées par les pagans. Le 6 octobre 2009, dans une opération coordonnée à l'aube à travers 8 États, plus de 50 membres et associés des pagans ont été arrêtés. Barbeito et Moore étaient parmi les premiers pris en garde à vue. L'ATF, la DEA et le FBI
l'ont qualifié de l'une des plus grandes rafles de gangs de motards hors la loi de l'histoire des États-Unis. Pour Barbeito, c'était la fin de la route. Il a été détenu sans caution, alors que les procureurs poussaient à démanteler ce qu'ils appelaient le commandement criminel national des Pagans. Les accusations comportaient des peines potentielles à perpétuité, bien que les procédures ultérieures aient vu plusieurs chefs d'accusation réduits, alors que les accords de plaidoyer et les condamnations se déroulaient à travers le réseau. Barbeito a purgé du temps fédéral pour son rôle dans la conspiration criminelle. Depuis sa libération, il a vécu tranquillement dans le Maryland, restant hors du radar et hors des projecteurs Pagan. Au sein du club, son air est rappelé à la fois comme un point culminant et un point tournant, une époque où les Pagans ont fléchi leur plein pouvoir, seulement pour le voir se démêler sous l'examen fédéral. Numéro 9. Floyd Jesse Moore. Avant que son nom n'apparaisse dans les actes d'accusation fédéraux et les gros titres des journaux, Floyd Jesse Moore était déjà une légende dans le monde des motards de Virginie-Occidentale. Né à Fairmont, Virginie-Occidentale, en 1945, Moore a grandi autour du travail acharné, du labeur lourd et des routes ouvertes. Il a passé ses premières années comme monteur de lignes électriques avec l'IBEW. Mais sa vraie vie a commencé quand il a acheté sa première Harley et a commencé à rouler avec le Pagan Motorcycle Club à la fin des années 1970. Moore a rejoint les Pagans pendant une période où le club se répandait vers le sud et l'ouest hors de sa forteresse du Mid-Atlantique. Il a gagné son patch par la loyauté et l'intrépidité, dirigeant souvent des courses qui s'étendaient à travers les frontières d'État vers le Kentucky et la Pennsylvanie. Connu pour son autorité calme et son sens de fraternité à l'ancienne, Moore a monté régulièrement à travers les rangs Pagan. Au début des années 2000, il était devenu vice-président national, servant sous David Keith Bart Barbeito. Et, ensemble, ils ont dirigé les Pagans avec un mélange de tradition et de terreur. En tant que vice-président, Moore était l'exécuteur du code Pagan. Il a gagné le surnom Diamond Jesse, un clin d'œil au patch 13, entouré de diamants portés par les membres d'élite. Sous son leadership, les chapitres Pagans en Virginie-Occidentale, Virginie, Pennsylvanie et Delaware ont resserré leur emprise, chassant les clubs plus petits et s'assurant que personne ne roulait en territoire pagan sans permission. Mais l'autorité de Moore a attiré l'attention fédérale. En octobre 2009, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de Virginie-Occidentale a décelé un acte d'accusation de 83 pages, 44 chefs d'accusation nommant Moore et Barbeito comme figure centrale dans une conspiration de racket. Selon l'acte d'accusation, Moore a personnellement ordonné et supervisé des actes d'extorsion, d'enlèvement et de violence, y compris le passage à tabac de mars 2003 d'un membre du Road Disciples Motorcycle Club et un complot de meurtre de 2005 impliquant un gardien de prison. Une autre accusation alléguait qu'il avait demandé à un membre pagan de commettre un meurtre pour aider un président de club allié. L'affaire est devenue l'une des plus grandes actions fédérales jamais intentées contre les Pagans. Elle s'étendait sur 8 États et comprenait 55 accusés. Bien que de nombreuses accusations aient été réduites ou rejetées plus tard, Moore a finalement été condamné à 57 mois de prison fédérale. Ceux qui le connaissaient disent qu'il a accepté la sentence sans se plaindre, considérant la prison comme faisant partie de la vie qu'il avait choisie. Contrairement à beaucoup dans sa position, Moore était respecté même par ceux qui s'opposaient à lui. Il était connu pour décourager la consommation de drogue à l'intérieur de son club, insistant pour que les Pagans maintiennent l'ancien code hors la loi, roulez dur, restez loyal, protégez vos frères. Après sa libération, Moore est retourné à St. Albans, Virginie-Occidentale, où il a vécu tranquillement avec sa compagne de longue date, Tammy Sullivan. Il est resté loyal à ses frères, mais a gardé ses distances des affaires nationales du club. Le 1er avril 2020, Floyd Jesse Moore est décédé à l'âge de 74 ans. Il a été enterré en privé au Mount Lebanon Cemetery,
à Buckhannon, Virginie-Occidentale, en raison de la pandémie de Covid-19. Numéro 10. Ferdinand Augello. Ferdinand Freddy. Augello n'était pas une recrue de rue ou un nom inconnu au sein du Pagan Motorcycle Club. Il a rejoint le club au début des années 1990, montant à travers le chapitre de Cape May County, New Jersey, l'une des régions paganes les plus actives de la côte Est. Connu pour son charisme et ses profondes connexions au club, Augello est finalement devenu un leader de chapitre, un homme qui se déplaçait entre la loyauté hors la loi et les affaires légitimes avec une facilité troublante. Pour les étrangers, il était un musicien local et une figure de motard. Pour les forces de l'ordre, il était une figure clé dans un réseau de distribution de drogue qui mélangeait pilules sur ordonnance et influences paganes. Selon les procureurs, Augello travaillait aux côtés du docteur James Kaufman, un endocrinologue du New Jersey qui distribuait des ordonnances d'analgésiques aux membres et associés paganes en échange d'argent. Le montage était simple. Augello envoyait des patients au cabinet de Kaufman. Il recevait des opioïdes et les deux hommes en profitaient. L'arrangement s'est déroulé sans heurts jusqu'à ce qu'April Kaufman, l'épouse du docteur, menace d'exposer l'opération pendant un divorce houleux. À l'été 2011, Kaufman aurait dit à Augello qu'il préférerait voir April morte plutôt que de perdre la moitié de son empire. Ce qui a suivi était un complot d'1 an. Augello a contacté plusieurs membres et associés paganes, essayant de trouver quelqu'un prêt à faire le travail. Le 10 mai 2012, le plan s'est concrétisé. Francis Mulholland, un membre du même réseau de drogue, est entré dans la maison Kaufman à Linwood, New Jersey, par une porte non verrouillée et a tiré 2 fois sur April. Il a été payé $20 000 pour le coup. Mulholland est décédé plus tard d'une overdose d'héroïne en 2013. Et pendant des années, l'affaire est restée non résolue. La percée est venue d'Andrew Chef Glick, l'ancien président du chapitre de Cape May, qui est devenu informateur en échange de clémence sur des accusations de drogue et d'armes non liées. Le témoignage de Glick a levé le rideau sur le plan de meurtre à gages, liant Augello directement au coup et au réseau de pilules qui avaient alimenté les profits pagans. Pendant des années, en 2018, un jury du New Jersey a trouvé Ferdinand Augello, alors âgé de 62 ans, coupable de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre, racket de drogue au premier degré et direction d'un réseau de narcotiques. Sa condamnation a clôturé l'un des cas criminels les plus sensationnels de l'histoire pagane. Un mélange rare de crimes organisés, de médecine et de trahison. Le docteur James Kaufman s'est suicidé en prison avant de faire face au procès. Augello a été condamné à la prison à vie, où il reste aujourd'hui. À l'intérieur des cercles pagans, sa chute est devenue un conte d'avertissement. L'ascension d'Augello avait été construite sur des connexions et la ruse. Mais sa chute a montré ce qui se passait quand les affaires hors la loi traversaient vers le meurtre pour profit. Dans les mots d'un ancien frère, Freddy a oublié le code. Il a arrêté de protéger le club et a commencé à se protéger lui-même. Et c'est ce qui les a tous tués. Numéro 11. Paul Pagano. Paul Pagano n'était pas l'un des chevaux de guerre de longue date du Pagan Motorcycle Club. Mais pendant quelques années, il faisait partie du chapitre d'Atlantic County du club, roulant aux côtés d'hommes liés à l'un des cas les plus infâmes de l'histoire hors la loi du New Jersey. Il a rejoint le Pagan Motorcycle Club au début des années 2000, pendant une période où la scène du sud du Jersey prospérait sous des réseaux lâches d'anciens exécuteurs et de sang neuf qui mélangeaient la loyauté du club avec les combines personnelles. Pagano était connu localement comme un motard fort et silencieux, un culturiste et passionné de moto qui était attiré par la culture pagane de fraternité et de rébellion. Son adhésion au chapitre d'Atlantic County n'a duré que quelques années, mais elle l'a connecté au cercle serré qui entourait le docteur James Kaufman et Ferdinand Freddy Augello, la figure liée au Pagan condamné plus tard pour le meurtre de l'épouse de Kaufman, April. Pagano s'est impliqué dans le réseau d'opioïdes sur ordonnance que Kaufman et Augello auraient opéré.
Le plan reposait sur des associés Pagan pour déplacer les analgésiques rédigés hors du cabinet médical de Kaufman. Certains pour usage, d'autres pour profit. Pagano a été accusé de racket en janvier 2018, accusé d'obtenir des pilules d'oxycodone sans examen et de les distribuer par les canaux Pagan. Le parcours de Pagano se distinguait de nombreux exécuteurs Pagan autour de lui. Il avait travaillé comme plombier de casino, vivait à Egg Harbor Township depuis plus de 2 décennies et portait les cicatrices de multiples accidents de moto, y compris un en 2001 qui a laissé son dos gravement blessé. Quand l'affaire est arrivée devant le juge Bernard Delury, les procureurs ont cherché la détention préalable au procès, appelant Pagano un risque et pointant vers ses liens avec le réseau Pagan. Mais le juge a décidé autrement, citant son historique criminel limité et ses racines locales. Pagano a été libéré en attente de procès sous supervision judiciaire, tandis que d'autres dans la même affaire, Kaufman et Augello, sont restés derrière les barreaux. Aujourd'hui, Paul Pagano vit en dehors de la vie de club qu'il a autrefois frôlée, ses années Pagan derrière lui. Pour les forces de l'ordre, il était une petite pièce dans une conspiration plus large. Pour ceux qui le connaissaient, il était un homme qui s'est égaré trop près du monde hors la loi et s'en est à peine sorti avant qu'il ne s'effondre. Numéro 12. Frank DeLuca. Frank DeLuca était un membre du Pagan Motorcycle Club de 36 ans de Pittsburgh, faisant partie d'un chapitre local soudé connu plus pour la fraternité que pour la violence publique. Comme beaucoup de Pagans, il vivait selon le code hors la loi, rouler dur, tenir bon et ne jamais reculer. Ce code a été testé une nuit en octobre 2018, quand une confrontation à l'intérieur d'un bar de Pittsburgh s'est transformée en l'un des affrontements les plus médiatisés entre les forces de l'ordre et les Pagans de mémoire récente. L'incident a commencé au Copies Bar, sur le côté sud de la ville, où 4 détectives de police de Pittsburgh en civil buvaient tout en prétendument effectuant une surveillance sur un trafiquant de drogue suspecté. Ils sont arrivés tôt dans la soirée et chacun consommant de lourdes quantités d'alcool, certains buvant jusqu'à 15 à 20 doubles avant que les Pagans n'entrent juste avant minuit. DeLuca est entré avec plusieurs frères, se dirigeant vers la salle arrière pour jouer au billard. L'atmosphère était initialement calme, mais les officiers en civil ont rapidement remarqué les patchs des Pagans et ont déplacé leur attention. Les images de surveillance ont montré plus tard l'un des détectives se penchant en arrière, repérant l'insigne et changeant visiblement de comportement. Les officiers se sont approchés des motards. La police a affirmé qu'ils voulaient mais simplement assurer les Pagans qu'ils n'étaient pas là pour causer des problèmes. Les Pagans ont dit que les détectives, ivres et agités, ont commencé à lancer des insultes sur qui ils étaient et pourquoi ils existaient. À un moment donné, le détective David Onick a soulevé sa chemise et a exhibé ce qui semblait être une arme à feu coincée dans sa ceinture. DeLuca s'est approché de lui, offrant une poignée de main. Quand l'échange est devenu tendu, DeLuca a poussé Onick et le bar a explosé dans le chaos. Les images de surveillance ont capturé ce qui s'est passé ensuite. Les 3 autres détectives sont intervenus, claquant DeLuca contre le bar, tandis qu'un officier le frappait à plusieurs reprises au visage. Il a été frappé 26 fois en moins de 2 minutes, souffrant de traumatismes faciaux et crâniens, d'un coude disloqué et d'échymoses étendues. Malgré être épinglé et saignant, DeLuca a été arrêté pour accusation d'agression aggravée, complot et émeute. 1 mois plus tard, le bureau du procureur du comté d'Allegheny a abandonné toutes les accusations contre DeLuca et les autres Pagans, après examen des images de surveillance. La vidéo montrait une force excessive, contredisant les rapports des officiers. Elle a également révélé que les détectives avaient été fortement intoxiqués en service. DeLuca et ses compagnons Pagans ont plus tard déposé une poursuite fédérale pour droit civil contre la ville de Pittsburgh et les officiers, les accusant de force excessive, emprisonnement abusif et poursuite malveillante. La ville a essayé de faire rejeter l'affaire, mais un juge fédéral a permis qu'elle se poursuive, citant des preuves claires de mauvaise conduite. Les avocats des Pagans ont décrit l'affaire comme un appel au réveil sur jusqu'où certaines opérations des forces de l'ordre avaient dérivé vers l'imprudence.
Il est sans équivoque que ces officiers étaient en service et ont bu des quantités obscènes d'alcool, a déclaré l'avocat de la défense Marty Dietz. Pour DeLuca, la bagarre est devenue symbolique, une collision brute entre un club défini par la loyauté et un système défini par le pouvoir. La bagarre a laissé des cicatrices, mais elle a aussi exposé une vérité longtemps murmurée dans les cercles de motards. Parfois, les hommes jurés de faire respecter la loi étaient tout aussi dangereux que ceux qui roulaient contre elle. Numéro 13. Michael Alan Murphy. Michael Alan Murphy, connu localement comme un motard de toujours, avec un passé difficile, est devenu une figure clé dans la présence montana du Pagan Motorcycle Club. Né et élevé dans la Flathead Valley, Murphy s'est d'abord connecté au Pagan au milieu des années 2010, attiré par la fraternité et la liberté hors la loi que le club représentait. En 2023, les forces de l'ordre l'ont identifié comme le président du chapitre Flathead des Pagans, bien que Murphy lui-même ait plus tard contesté le titre. Le leadership de Murphy est venu à l'attention publique suite à une agression à la Majestic Valley Arena le 11 février 2023, une bagarre impliquant des dizaines de motards des Pagans et du Warlords Motorcycle Club. La bagarre a laissé 2 personnes blessées et a conduit à de multiples accusations criminelles. Les autorités ont allégué que plusieurs hommes affichant des couleurs paganes étaient au centre de la violence. Murphy a dit qu'il avait aidé à parrainer l'événement de boxe où la bagarre a éclaté et a affirmé être parti sur sa moto quand la situation a dégénéré hors de contrôle. Des semaines plus tard, le 28 février 2023, le bureau du shérif de Flathead County, rejoint par la police de Kalispell et les agents de liberté conditionnelle de l'État, sont arrivés chez Murphy avec un mandat de violation de liberté conditionnelle. Selon les officiers, Murphy a tenté de fuir, mais a été rapidement pris en garde à vue. Un autre homme, identifié comme Kyle Martin Johnson, le prétendu vice-président du même chapitre, a été arrêté après une impasse d'environ 30 minutes. Les autorités locales ont décrit Murphy comme le président du chapitre, une affirmation soutenue par des photos de lui portant des patchs Pagan et des déclarations de témoins pendant les enquêtes en cours. Murphy, cependant, a nié diriger un chapitre officiel, insistant qu'il n'y a que 2 gars à Kalispell qui s'associent même avec eux, et que son implication était à propos de rouler et fraternité, pas crime. Dans des entrevues de prison, Murphy a reconnu ses liens pagans mais a rejeté l'image hors la loi liée à la réputation nationale du club. Beaucoup de choses que vous entendez sur les Pagans viennent des vieux jours, a-t-il dit. Il y a des pommes pourries dans chaque groupe. Malgré ses affirmations de réforme, le casier judiciaire de Murphy racontait une histoire différente. Selon le département des corrections du Montana, il avait des condamnations antérieures pour vol, cambriolage, violation de caution, contrefaçon, mise en danger criminelle et pratiques trompeuses. Son dernier problème juridique impliquait des allégations d'écriture de chèques sans provision, totalisant 31 148 $ d'un compte d'entreprise, qu'il a décrit comme un malentendu sur des paiements en attente. En 2024, Murphy reste en garde à vue pour violation de probation, bien que son accusation de chèque sans provision ait été approuvée pour libération sous sa propre reconnaissance. Il maintient que les autorités le ciblent à cause de la connexion pagane et de la bagarre à haute visibilité à l'arène. « J'en ai fini avec cette partie de ma vie », a déclaré Murphy de prison. « Il essaie de me faire paraître comme une menace, mais je suis juste un gars qui a fait des erreurs et veut avancer. » Pour les forces de l'ordre, il est toujours le président du chapitre Montana des Pagans. Pour Murphy, il est juste un autre homme essayant de fuir la réputation qui vient avec le patch. Numéro 14. Derrick Tuna McGuire. L'ascension de Derrick Tuna. McGuire, dans le Pagan Motorcycle Club, a commencé comme beaucoup de carrières hors la loi le font, avec violence, ambition et un appel du sommet. Ancien membre des Tug Riders MC, McGuire était connu dans le monde des motards du Rhode Island pour sa volatilité et ses profondes connexions au commerce de drogue souterrain. En 2017, alors que les tensions entre clubs rivaux bouillonnaient à Woonsocket,
McGuire a attiré l'attention de Keith Conan, Richter, alors président national Pagan, qui cherchait à étendre l'empreinte de la côte est du club. Richter a vu en McGuire ce que les Pagans valorisèrent le plus, l'agression et la loyauté. Les enquêteurs fédéraux ont révélé plus tard que McGuire avait commis des actes violents contre des membres des Hells Angels. Au début de 2018, Richter l'a personnellement recruté pour former le premier chapitre Rhode Island des Pagans MC. En mars de cette année, après une réunion obligatoire d'intronisation dans le New Jersey, McGuire et plusieurs de ses anciens frères Tug Rider sont officiellement devenus Pagans. En quelques semaines, McGuire a été installé comme président du chapitre Rhode Island, avec le nouveau club établi au 91 Mason Street à Woonsocket, l'ancienne base des Tug Riders. En coulisses, les opérations de McGuire allaient bien au-delà de la politique du club. Les enquêteurs l'ont décrit comme le centre d'un réseau de drogue et d'armes multi-États, trafiquant cocaïne, marijuana et armes à feu à travers Rhode Island et Massachusetts. Sa maison de cache au One Lake Drive, Woonsocket, était prétendument remplie de kilos de drogue et de biens volés. Les enregistrements d'infiltration ont capturé McGuire montant des affaires, coordonnant des expéditions et même plaisantant sur l'utilisation de faux noms comme Donald Trump et Bruce Wayne sur des téléphones jetables pour éviter la détection. En mai 2018, une opération massive de la police d'État connue sous le nom d'Opération Patched Out a démantelé tout le réseau de McGuire. Les forces de l'ordre ont effectué 29 raids coordonnés, saisissant drogue, armes et même un lance-roquettes. Plus de 50 personnes ont été arrêtées, y compris McGuire, qui a fait face à plus de 200 chefs d'accusation liés aux narcotiques, au trafic d'armes et aux biens volés. Les procureurs ont décrit le chapitre Rhode Island des Pagans comme une entreprise criminelle tentaculaire, avec McGuire en son centre. Malgré un revers quand les preuves clés d'écoute téléphonique ont été rejetées plus tard par les tribunaux, l'affaire a continué. En 2023, McGuire a plaidé non-contestation à 9 accusations criminelles incluant trafic de drogue, vente d'armes à feu à des personnes interdites et complot de distribution de biens volés en échange du rejet des chefs d'accusation restants. Il a été condamné à 20 ans, avec 10 ans à purger, et le reste suspendu, ainsi que 80 229 $ en restitution et confiscation de 6 véhicules liés à ces crimes. La chute de McGuire a fermé un autre chapitre violent dans l'expansion de la côte est des Pagans. Ce qui a commencé comme l'expérience Rhode Island de Richter s'est terminé en menottes, drogue saisie et gros titres. Aujourd'hui, Derek Tuna McGuire reste incarcéré, purgeant sa peine de 10 ans aux Adult Correctional Institutions à Cranston, Rhode Island. Pour les forces de l'ordre, son cas tient comme preuve que le patch Pagan signifiait toujours pouvoir, profit et prison. Pour le club, l'ascension et la chute de McGuire n'était qu'un autre rappel que dans le monde de la fraternité hors la loi, chaque empire brûle de l'intérieur. À la fin, l'histoire du Pagan Motorcycle Club ne concerne pas seulement les hors-la-loi. Elle concerne le pouvoir, la loyauté et le prix des deux. Des présidents aux soldats de base, chaque nom dans leur rang prouve la même vérité. Une fois que vous portez le patch, il n'y a pas de sortie propre.